Alors justement, on va continuer, si vous le voulez bien, à parler du pétrole. Je vous redonnerai la parole d'ailleurs après ce reportage. On estime à 2000 milliards de dollars la fortune de Daesh. Une manne financière qui provient en partie de la maîtrise d'une vingtaine de puits de pétrole en Irak et en Syrie. Des sites qui génèrent jusqu'à 1 million de dollars de revenus pétroliers par jour, ou plutôt qui générait, car les Américains ont bombardé une quinzaine de puits, histoire de faire baisser les revenus de l'État islamique. Laurence Aïda Diop et Dominique Lemarchand. Soulagé, le ministre irakien du pétrole. Et pas peu fier ce jour-là de montrer la dernière reconquête de son pays, le champ pétrolier d'Al-Koubaz, sauvé de la mainmise de Daesh. On a hâte de réparer le champ de pétrole pour qu'il fonctionne à nouveau. On espère même qu'il produise plus. Daesh fait tout pour posséder le pétrole irakien. Sans relâche, il se bat, capable de tenir un siège pendant des mois. Chaque puits, chaque champ pétrolier, chaque raffinerie est âprement disputée. Aujourd'hui, l'organisation terroriste disposerait d'une vingtaine de puits, 10% de la production irakienne et 60% de la production syrienne. Une capacité de 80 000 barils par jour pour un pétrole de contrebande qui serait ensuite exporté vers le Liban, la Jordanie, le Kurdistan irakien et surtout la Turquie. L'essentiel de la contrebande de l'État islamique en matière de pétrole se fait en Turquie. Pourquoi? Parce que la frontière est poreuse et parce qu'il y a une longue tradition de contrebande de pétrole entre la Turquie et l'Irak. À l'époque de Saddam Hussein, lorsque le régime irakien était frappé de sanctions, il y avait des norias de gros camions-citernes qui, au vu et au su de tout le monde, traversaient la frontière irakienne vers la Turquie et qui allaient même approvisionner des raffineries turques. Daesh n'aurait donc rien inventé. 25 ans après la guerre du Golfe, ils ont réactivé les vieux réseaux de Saddam Hussein. La scène se passe en avril 91, un mois après la fin de la guerre du Golfe. Saddam Hussein visite une raffinerie et le montre, comme pour exciter les appétits occidentaux. Mais il y a un grain de sable dans la machine, l'Irak est sous embargo de l'ONU depuis près d'1 an. Pour contourner cet embargo, le dictateur met en place un vaste système de contrebande. À l'aide de camions-citernes, des trafiquants irakiens sont chargés d'acheminer le pétrole, dissimulé au milieu des exportations officielles. Un mode opératoire réutilisé aujourd'hui par Daesh dans l'indifférence complice de l'État turc. Si la Turquie fermait hermétiquement ses frontières avec les zones occupées par l'État islamique s'effondrerait en quelques mois parce qu'il perdrait ses moyens d'approvisionnement en hommes, en matériel et en argent. C'est aussi clair que ça. Et tout le monde le sait. La Turquie a pour priorité la chute de Bachar al-Assad. Donc tout ce qui est bon pour cet objectif est bon pour la Turquie, y compris l'État islamique, ce qui explique l'attitude bienveillante de la Turquie, puisqu'elle laisse passer les armes, les hommes et importe du pétrole. Et puis de l'autre côté, il semblerait que les forces de la coalition, en particulier les Américains, ne veulent pas que l'État islamique tombe d'un seul coup, parce qu'à ce moment-là, le régime qu'ils veulent abattre en Syrie prendrait le dessus. Mais jusqu'où va cette réelle politique? Jusqu'où est acheminé le pétrole de l'État islamique? Mélangé, maquillé peut-être, il pourrait devenir un produit comme un autre, acheté par n'importe quel État. Et pourquoi pas en Europe? Une réalité dénoncée avec force par cette ambassadrice devant les députés européens. S'il vous plaît, encouragez les députés irakiens, les députés turcs, les députés kurdes, les députés iraniens et tous les autres à stopper le commerce du pétrole de l'État islamique. Il existe des files de camions qui vont parfois jusqu'à 5000 véhicules. Ces camions transportent le pétrole de l'État islamique. Et à mon grand regret, il y a des membres de l'Union européenne qui achètent ce pétrole. Vendu à prix cassé, entre 20 et 30 $ le baril,
Le pétrole fait la fortune de Daesh, jusqu'à 1 million de dollars par jour, de quoi faire des djihadistes le groupe terroriste le plus riche du monde. Et cette question, y a-t-il du pétrole de Daesh dans le réservoir de ma voiture, Francis Perrin? Oh, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter sur ce sujet. Je pense que certains médias sont un petit peu affolés sur ce sujet. D'abord, on parle beaucoup de pétrole brut et on oublie de parler de produits raffinés. Évidemment, pour avoir du produit raffiné, il faut avoir du pétrole brut. Mais les produits raffinés sont beaucoup plus importants pour l'État islamique, pour Daesh, que le pétrole brut. D'abord, il ne faut pas oublier que, là on parle d'exportation de pétrole, il ne faut pas oublier que l'État islamique mène une guerre en Irak et en Syrie. Vous n'avez pas de guerre sans carburant. L'État islamique a des véhicules blindés, des chars, donc il a besoin de carburant. Et il a donc pris le contrôle ou a construit certaines raffineries artisanales de petite taille, parfois mobiles, pour transformer dans des conditions extraordinairement rudimentaires le pétrole qu'il contrôle en carburant. Donc déjà, il y a une autoconsommation. Et pour eux, c'est essentiel. Essentiel au quotidien. Sinon, il n'y a pas de guerre. Ouais. Sans carburant, effectivement, vous ne pouvez plus faire la guerre en étant à pied dans le désert, ce qui n'est pas évidemment suffisant par rapport aux moyens qu'ils ont. Deuxième aspect important, c'est approvisionner les zones que vous contrôlez. L'État islamique se prétend être un État, se prétend être un califat. Et il veut donc montrer à la fois aux populations essentiellement sunnites dans les zones qu'il contrôle, mais aussi au monde entier par un effort de propagande. Vous voyez, je suis un État, la preuve, c'est que je suis capable d'approvisionner ma population, de répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et le reste, mais ce n'est que le reste, est exporté. Et je trouve qu'on met trop souvent l'accent sur l'exportation, qui est important pour avoir évidemment des dollars, des devises. C'est quoi, 1 million? Vous êtes d'accord avec ce chiffre-là? 1 million de dollars de revenus pétroliers par jour? Ça fait quand même pas mal de... Ah, mais ça fait... Le problème du pétrole, c'est que même si vous en contrôlez peu, parce qu'on est quand même sur des quantités. Il faut se rappeler que la production pétrolière mondiale, aujourd'hui, c'est 92 millions de barils par jour. Donc Daesh, c'est peut-être moins d'un millième de la production pétrolière mondiale. C'est pas une grande affaire en termes de flux pétroliers. Mais pour un groupe terroriste, ça fait beaucoup d'argent. Alors cela dit, la situation pour Daesh sur le plan du pétrole est moins bonne, heureusement, aujourd'hui qu'au cours, par exemple, de l'été 2014, pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier la chute des prix. En juin 2014, le prix du pétrole, le Brent de la mer du Nord, était à 115 $ par baril. Aujourd'hui, il est à 60. Et évidemment, bien sûr, on le disait pendant la pause, quand Daesh vend son pétrole, il ne le vend pas au prix du marché. Parce que personne ne peut se permettre de prendre le risque lié à ce type de pétrole, comme si on achetait du pétrole à une compagnie pétrolière qui a pignon sur rue. Et casse les prix. Donc il faut une décote très forte qui est vraisemblablement au moins de l'ordre de 50%. Donc quand le pétrole était à 100 $ ou 110 $ et maintenant qu'il est à 60, évidemment, ça représente une chute pour les revenus de Daesh. Et l'autre raison, c'est les attaques de la coalition, les frappes aériennes de la coalition dominée par les États-Unis, essentiellement en Syrie, puisque c'est en Syrie qu'ils ont frappé les actifs pétroliers, pas en Irak jusqu'à présent. Alors, des raffineries pour l'essentiel, parce que justement les Américains ont bien compris que les raffineries, c'est le levier essentiel. Vous avez du brut, c'est très bien, mais ce qu'il vous faut, c'est des carburants. C'est ça qui est essentiel. Vous en avez besoin pour l'utiliser, c'est plus facile à écouler. Et puis, ces frappes ont aussi également touché des points de collecte du pétrole, et plus récemment des appareils de forage du pétrole. Donc les cibles économiques de la coalition, dirigée par les États-Unis, se sont élargies dans l'est de la Syrie. Donc pour ces raisons, à la fois frappe américaine, donc destruction ou dommages qui s'en sont suivis, et puis dans certains cas, le fait que quand vous savez que vous pouvez être frappé, vous allez dans certains cas fermer certains puits et renoncer à produire, et vous allez vous mettre à l'abri. Et vous dites, j'attends un petit peu. Donc dans certains cas, Daesh a délibérément fermé certains puits en disant, si on continue à les extraire, on est une cible évidemment tout à fait idéal pour les Américains, et chute des prix du pétrole. Donc aujourd'hui, vraisemblablement de l'ordre de... On est sur des ordres de grandeur héroïque, soyons clairs, personne n'a de chiffres précis dans ce domaine-là, mais vraisemblablement de l'ordre de 500 000 $ à 1 million de dollars au maximum par jour, mais ça fait énorme quand même sur une année. Donc, mais nettement moins qu'au cours de l'été 2014. On entendait dans le reportage un témoignage d'un spécialiste qui disait qu'il suffirait de fermer les frontières de la Turquie pour, je caricature, je résume, pour assécher Daesh. Est-ce que la Turquie joue un rôle
prééminent dans l'entretien, au fond, de ce qu'est aujourd'hui Daesh? Ce qui a été dit est un peu exagéré à mon sens, même si la frontière turque pose un véritable problème, autant qu'un défi, parce que à la fois on a effectivement du transit de matières, de ressources naturelles exploitées par Daesh. On parlait du pétrole. J'ajoute que le pétrole est un produit fongible. C'est-à-dire qu'effectivement, il passe par des intermédiaires, il est revendu par différents intermédiaires et intraçable quasiment. De la même manière que l'État islamique vend du gaz naturel, vend également des phosphates, vend également des produits agricoles. Il contrôle par exemple plus de 60% de la production de blé irakienne. Donc c'est très important. Il n'y a pas que le pétrole, on se focalise sur le pétrole, mais il y a beaucoup d'autres ressources que contrôle Daesh. Parce que c'est sa principale source de revenus oui, ou pas? Sans doute, mais ce qui est remarquable avec l'État islamique... beaucoup plus. Voilà. Oui. Mais on a raison de souligner que ce n'est pas, et de loin, sa seule source de financement. Ce qui est remarquable dans le cas de l'État islamique, c'est qu'ils sont parvenus à une diversification de leurs ressources financières. On parle des ressources naturelles. On aurait pu également parler des ressources d'origine criminelle, l'extorsion, les diverses taxes, les impôts mis en place par l'État islamique, et puis surtout l'argent, effectivement, des rançons de prise d'otages. Et pour finir, sur la frontière turque, donc il y a des passages très importants et qui permettent de financer l'État islamique vers la Turquie. Et il y a également, on le sait, on voit l'ampleur de ce phénomène des passages de combattants étrangers qui passent par la frontière turque. Donc c'est une frontière poreuse. Contrairement aux déclarations faites par ce gouvernement, la frontière n'est pas fermée, malheureusement, et ce qui permet encore de passage de nombreux trafics. Et vous disiez tout à l'heure, on discutait pendant le reportage, que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visait sans doute principalement la Turquie. Oui, tout à fait. Vous avez dit quelque chose qui m'intéressait. Vous avez parlé du blé, de l'exploitation de blé. Comment est-ce que concrètement ça se passe? Ça veut dire que les producteurs de blé doivent faire allégeance à Daesh. Techniquement, comment est-ce que Daesh devient exportateur de blé? D'autant plus intéressant que je voulais en revenir à cela. Daesh a tout fait, quelles que soient ses ressources, a tout fait pour maintenir en l'état les infrastructures, la capacité de production. C'est vrai pour les puits de pétrole, c'est vrai également pour les exploitations agricoles, c'est vrai également pour les mines de phosphate. Donc la plupart du temps, les ingénieurs qui sont présents sur place sont de gré ou de force, la plupart du temps de force, on l'imagine, contraints de continuer à assurer un service et donc à exploiter, extraire en tout cas ces ressources. De la même manière, on estime que Daesh contrôle, s'agissant de production agricole, de nombreux silos à grains, à la fois en Irak et en Syrie, ces silos comptent en moyenne, je crois, une année de production s'agissant de l'Irak et pas loin de la moitié pour la Syrie. Donc ce sont des ressources considérables à sa disposition. On sait déjà qu'un certain nombre de ces produits ont circulé et ont été revendus, y compris à l'intérieur de ces pays. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions SMS. Quelles sanctions sont encourues par HSBC, Chantal Cutajar? Est-ce qu'il y a des sanctions prévues dans ce cadre-là? Alors, il y aurait eu des sanctions pénales, évidemment, s'il y avait eu un procès pénal. Le problème, c'est qu'il y a eu un deal, ce qu'on appelle un deal de justice, où c'est un accord qui est passé entre le département d'État américain et HSBC, au terme duquel, la banque verse 1,9 milliard d'euros. Et puis, c'est terminé. Il n'y a pas eu une personne physique, une personne morale condamnée pénalement. Alors, on nous fait croire que c'est systémique, que c'est tellement important qu'il n'y a pas d'infraction pénale, qu'on met en œuvre finalement des montages qui sont légaux. Ça n'est pas tout à fait exact. Lorsque vous utilisez des structures juridiques à des fins détournées pour commettre des infractions, ça n'est pas légal et ça encourrait évidemment des sanctions pénales. Et vous y croyez? Il y en aura des sanctions pénales? Mais si vraiment on veut lutter contre le financement du terrorisme, il faut commencer par dire que ceux qui violent les dispositions légales obligatoires, soient réellement sanctionnés. Une autre question pour vous encore. Mes économies de vieux monsieur sont-elles en danger chez HSBC?
Les économies de... Mes économies de vieux monsieur sont-elles menacées, en danger chez HSBC? Est-ce que ça va fragiliser cet établissement bancaire? Mais ça ne va pas fragiliser l'établissement bancaire, sauf si, effectivement, demain, HSBC fait l'objet de sanctions de retrait d'agrément. Ça n'arrivera jamais, le retrait d'agrément. Enfin, je crois que c'est quelque chose, ce serait vraiment systémique du coup. Mais par contre, on a vu des amendes très fortes du genre BNP, parce qu'elle a commercé avec des États sous embargo, a eu 6 ou 10 milliards, je ne sais plus. Bon, c'est pas ça qui fait tomber une banque. Donc là, il faut peut-être rassurer les gens. Too big, too gel. Oui. Donc on dit à ce monsieur de ne pas changer de banque. Hein, il peut rester chez HSBC parce qu'il en a envie. Hein. Allez, ne doit-on pas punir aussi sévèrement le financement du terrorisme que le terrorisme lui-même? L'argent est le nerf de la guerre. En droit, ce sont les mêmes sanctions qui sont encourues. Absolument. Une résolution qui n'est pas universellement appliquée n'est qu'un bout de papier. Cela sera-t-il le cas de celle-là comme tant d'autres? On l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'est un problème de sanction, encore une fois, parce que une résolution du Conseil de sécurité prise de surcroît en vertu du chapitre 7. Chapitre 7, c'est les mesures qui s'imposent à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies devraient obligatoirement être appliquées par ces États. Mais il n'y a pas de mécanisme de sanction. Voilà. On n'a jamais vu un État attrait devant la Cour internationale de justice parce qu'il avait refusé d'appliquer une résolution du Conseil de sécurité. J'en veux pour preuve le fait que des individus sanctionnés pour financement du terrorisme par l'ONU ont été, dans leur pays, considérés comme tout à fait étrangers à ces questions et ont été, des cours de justice ont refusé, par exemple, le gel de leurs avoirs dans certains pays. Bon, la Turquie, pour ne pas les citer. Voilà. Donc, vous voyez. Existe-t-il une liste noire des individus qui financent le terrorisme? Oui. L'ONU, le Conseil de sécurité, tient une liste de personnes sanctionnées. Dans le cadre on a la liste, mais on la garde... Non, mais la liste existe. Les listes existent, elles sont communiquées aux établissements financiers qui doivent arrêter les opérations, geler les avoirs des personnes qui figurent sur ces listes. 350 personnes qui figurent sur ces listes aujourd'hui, 350. Qui sont identifiées et qui n'ont plus accès à aucun établissement bancaire. Et par ailleurs, il peut y avoir... Je plaisante. Ça vous fait sourire. Sauf si ils utilisent des sociétés écrans avec d'autres noms qui ne figurent pas sur la liste. Quel intérêt pour le Qatar ou l'Arabie Saoudite de financer le terrorisme? Monsieur Brizard disait tout à l'heure, à juste titre, l'Arabie Saoudite, par le passé, a joué avec le feu. C'est ça la réponse rapide à votre question. Évidemment, quand on joue avec le feu, on peut se brûler. Le Qatar, même intérêt? Je n'ai pas on l'évoquait tout à l'heure, je n'ai pas d'éléments probants me permettant d'affirmer que le Qatar est impliqué dans le financement du terrorisme. Pour l'Arabie Saoudite, ce sont, pour le passé, en septembre, Al-Qaïda, ce sont des éléments qui, pour moi, effectivement, ne sont plus du domaine du soupçon ou de la conjecture. Ce sont des éléments qui sont prouvés. Et puis c'est un pays ami, le Qatar? Ce sont deux pays amis et deux pays dont le rôle stratégique est tout à fait important. On parlait tout à l'heure de l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Le Qatar est le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et des pays qui sont des alliés, parfois des alliés ambigus bien sûr, mais des alliés des États-Unis, des pays occidentaux dans la région. Je rebondis sur un mot que vous avez prononcé. Je n'ai pas de preuves. Ce serait quoi des preuves? On en a beaucoup parlé, mais on n'a pas mis des mots précis. Ce serait quoi des preuves? Des flux financiers identifiés venant? Exactement. C'est une investigation financière qui mettrait à jour des flux financiers illicites. Pourquoi ne fait-on pas sauter les puits et les raffineries de pétrole aux mains de Daesh? C'est très important. Encore une fois, on ne veut pas pénaliser, appauvrir la population à la fois irakienne et syrienne dans les règles d'engagement des frappes aériennes des forces de la coalition. On ne frappe pas les puits de pétrole, on ne frappe pas les populations civiles, on ne frappe pas tout type de ressources, si vous voulez, qui conduiraient à appauvrir un État. Et on est très contraint dans cette lutte contre le terrorisme. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on a un groupe terroriste qui contrôle un territoire. Ça ne s'est jamais vu dans le passé. Il y a eu quand même une marge de manœuvre que s'est donnée la coalition pour revenir au pétrole. Des raffineries ont été frappées. Ça a été les premières, d'ailleurs, en septembre 2014.
et ensuite donc dans certains cas des oléoducs, dans certains cas des points de collecte du pétrole et dans certains cas des appareils de forage. Donc voilà. Mais ce qui a été dit est vrai. Les Américains eux-mêmes ont dit qu'ils essayaient de ne pas détruire complètement certains actifs pétroliers en disant un jour ces actifs seront en de meilleures mains qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ouais, cela dit, il y a eu quand même un nombre de frappes non négligeables contre les actifs pétroliers. Quand on leur pose la question aux Américains, aux officiels américains, comment fait-on pour réduire ce financement du terrorisme, ils disent qu'il faut réduire l'emprise de l'État islamique sur ce territoire. Donc en réalité, ils disent eux-mêmes que les frappes aériennes ne seront pas suffisantes et qu'il faudra malheureusement tôt ou tard aller au sol. Quelle part représente le marché de la drogue dans les revenus de Daesh ? J'avais un petit tableau qu'on m'avait donné. Qu'est-ce que ça disait, ce petit tableau ? Aucun revenu de source. Aucun ? Non, aucun. C'est pas l'Afrique. C'est pas la. Non. C'est le désert. On ne fait pas pousser de hashish. Ils ont beaucoup d'autres sources, mais pas celle-là. Ils n'ont pas besoin de. Ils n'ont pas besoin de ça. Des soupçons. Alors, une autre question. Quand la Turquie va-t-elle cesser de jouer un double jeu avec l'Europe ? On l'a évoqué un peu à l'instant. Il faut peut-être rappeler pourquoi les Turcs ne bougent pas aussi massivement que les autres. C'est parce qu'ils ont un enjeu important. À leurs frontières, il y a un quasi-État qui est le Kurdistan irakien, qui gère ses puits, qui doit, pour le pétrole, on parlait du pétrole, il doit au gouvernement central 31 milliards de reversements pour le gouvernement central. Et donc, il ne veut pas de cet État à sa frontière. Et par ailleurs, comme son objectif principal, c'est de faire chuter le régime de Bachar al-Assad, il estime que l'État islamique peut contribuer à ce fait-là. Et du coup, il est réticent à s'engager massivement dans la lutte contre... Vous parleriez de double jeu ? On pourrait parler d'une ambiguïté, surtout qu'il est membre de l'OTAN. Merci à tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Prochain rendez-vous avec C'est dans l'air lundi à 17h50. Quant à moi, je vous retrouve dimanche 18h pour C'est politique. Mon invité sera le maire de Nice, Christian Estrosi. Très belle soirée sur France 5.